Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Ils sont 24 000 à être concernés. Ces mineurs résidant dans les lieux de privation de liberté sont nombreux et pourtant, selon le dernier rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, ils ont 4 à 5 fois moins d'heures d'enseignement que les autres. Dominique Simoneau sera avec nous dans quelques minutes pour en parler. Malgré les progrès, le cancer reste la principale cause de décès par maladie chez les enfants. En cette journée internationale de lutte contre les cancers de l'enfant, on reçoit une association, Sourire à la vie, qui propose un accompagnement global pour améliorer leur quotidien sur le plan médical, social et bien sûr psychologique. Vous connaissez le Dry January ou même le January. Sachez que le mois de février a lui aussi son challenge sur les réseaux. Guillaume Buan nous en parlera dans sa chronique, mais tout de suite il fait un point sur l'actualité de l'éducation. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une, cette question, l'expérimentation de l'uniforme à l'école va-t-elle faire flop ? Alors que la clôture des candidatures était prévue pour aujourd'hui, selon RMC, le ministère de l'Éducation l'aurait repoussé au mois de juin prochain en cause d'une mesure qui peine à convaincre sur la centaine d'établissements annoncés comme candidats par Emmanuel Macron. Une quinzaine ont d'ores et déjà fait marche arrière. Des lycéens consultés qui sont contre, c'est le cas par exemple à Beauvais ou encore dans la Sarthe. En Bretagne, ce sont les parents qui se sont mobilisés contre cet uniforme. Pour Laurent Zamekowski, le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves, cette mesure n'est pas à exclure. On trouve que effectivement l'uniforme peut avoir des valeurs intéressantes, notamment un sentiment d'appartenance. Mais on se dit qu'aujourd'hui, lorsque vous imaginez par exemple qu'on parle d'un trousseau à 200 € et que vous le multipliez par 12 millions d'élèves, ça fait quand même 2,4 milliards d'euros à consacrer aux uniformes. C'est un petit peu comme si vous aviez un bâtiment qui s'effondrait et que la seule solution qu'on nous proposait, c'était de repeindre les murs. Néanmoins, attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'avoir des élèves en uniforme alors qu'ils n'ont pas de prof devant eux, c'est un petit peu un non-sens et on a un petit peu l'impression que les choses sont faites à l'envers, qu'on se préoccupe de la forme et pas du fond et qu'aujourd'hui l'urgence et notamment les moyens devraient être affectés à ça. Les parents aussi s'inquiètent. Là pour l'instant on nous parle de 50% la collectivité, 50% l'État, mais on voit bien que ça sera pas suffisant. Vous imaginez 200 € pour avoir 5 polos, 2 pantalons et 2 pulls. Pour des enfants notamment primaires qui grandissent vite, qui se salissent, qui déchirent et ainsi de suite. Donc on se dit on est sur quelque chose qui est disproportionné où les parents vont devoir mettre la main à la poche. Et si demain l'école étant obligatoire et gratuite en France, on demande aux parents de manière obligatoire de payer, c'est la fin de l'école gratuite en France. Laurent Zamekowski, donc au micro d'RMC. Pour lui, il y a d'autres priorités. Trouver par exemple une solution au manque de professeurs ou encore des médecins scolaires, des infirmiers ou des assistants d'éducation. Aujourd'hui, un assistant pour une centaine de collégiens, ce qui est difficile pour surveiller et détecter les situations de harcèlement. L'expérimentation toutefois de cette tenue unique a débuté. C'est le cas à Béziers où les élèves ont d'ores et déjà pu tester leur tenue aujourd'hui. En bref, également, Gabriel Attal était l'invité hier soir du 19h45 sur M6. Plusieurs annonces à retenir, notamment sur la question du logement. Le constat est le suivant pour le Premier ministre. Des étudiants qui renoncent à leur formation faute de logement. À côté, il a donc fixé un objectif de 35 000 logements supplémentaires d'ici à 2027 sur les 22 territoires. Il y aura également des logements étudiants dans ce projet. Gabriel Attal qui propose de regarder aussi sur les terrains publics comme ceux de l'État et des collectivités locales. Il entend également simplifier les procédures et réhabiliter les logements existants. On pense également aux bureaux vides. Au volet judiciaire, un ancien cadre éducatif de l'établissement Stanislas à Paris mis en examen pour viol sur mineur. Et les faits remontent à 2001 alors qu'il exerçait dans un collège de Pontoise dans le Val d'Oise. L'accusé a occupé la fonction de directeur de l'internat des étudiants des classes préparatoires également à Stanislas entre 2013 et 2018. Joint par France Info, il nie avec fermeté l'accusation, souligne également que cette mise en examen n'a rien à voir avec cet établissement Stanislas. Il avait été renvoyé d'ailleurs pour faute grave en raison de consultations répétées sur des sites internet à caractère pornographique avec le matériel informatique professionnel. Il était chargé à l'époque de surveiller la nuit environ 400 élèves en internat âgés de 16 à 19 ans. Il occupait aussi la fonction de professeur de musique au collège pour des garçons de 13 à 14 ans. Parallèlement à cette mise en examen, l'ancien éducateur est aussi poursuivi pour des faits de violence volontaire commises contre des étudiants. Il est convoqué au tribunal de Valenciennes, ce sera le 9 septembre prochain. Plusieurs anciens
d'anciens élèves dénoncent des pratiques humiliantes, intrusives ou encore violentes de sa part. Amélie Oudéa-Castéra, épinglée une nouvelle fois par le journal Libération, et cela concernerait à nouveau ses enfants. L'actuel ministre des Sports aurait mis en contact son cabinet avec le professeur de tennis de la Baule de ses enfants afin de monter un projet de classe sport-études dans cette ville de Loire-Atlantique. Une ville où elle se rend assez régulièrement. Mi-janvier, le syndicat local a révélé un projet d'ouverture dès la rentrée prochaine de 8 nouvelles sections sport-études, notamment tennis et voile, au lycée Grand'Aire de la Baule. Alors si cette perspective relève en soi d'une bonne nouvelle selon l'organisation syndicale, les représentants du personnel s'étonnent toutefois de la soudaineté de cette annonce et s'inquiètent sur les moyens supplémentaires d'un tel aménagement. Le communiqué note que le lycée baulois concerné a appris incidemment la nouvelle par l'intermédiaire du cabinet donc de la ministre, notant que cette dernière a des tâches locales soi-disant. La FSU qui pointe la méthode et qui déplore aussi qu'à aucun moment la communauté éducative n'a été sollicitée pour un avis en conseil d'administration. Dans la foulée, le proviseur de la cité scolaire a démenti ces accusations. Nous vous emmenons à présent dans le village de Saint-Vigor d'Imonville, en Seine-Maritime, où les collégiens et lycéens sont équipés de kits de sécurité. Alors pourquoi, Guillaume ? Alors nous avons un sifflet, comme sur les bateaux, une lampe torche. Objectif, rassurer les habitants après que 2 jeunes filles aient été suivies jusqu'à leur domicile fin d'année dernière. Pour l'une d'elles, d'ailleurs, les intrus auraient tenté de rentrer au domicile. Une initiative qui est saluée par les enfants, mais aussi par les parents. Écoutez quelques témoignages au micro d'RMC. Le téléphone, le temps qu'il le sorte, qu'il le déverrouille, qu'il compose un numéro, ça prend du temps. Là, il siffle, on l'entend, on sort. On est à Saint-Vigor d'Imonville, on est tranquille, mais il y a eu des petites choses pas vraiment rassurantes. Donc pour le coup, toutes les initiatives prises pour lutter contre ça sont bonnes à prendre. Alors concrètement avec ce sifflet, lorsque l'enfant va siffler, les gens autour vont donc entendre et ils vont intervenir. C'est une manière de prévenir. Alors toutefois, la maire du village, Sandrine Lemoine, ne veut pas que les habitants justement soient envahis par la peur. Je veux pas rentrer dans non plus une psychose où on empêche nos enfants de jouer dehors parce que moi les gamins ils jouent en vélo dans la commune, enfin je veux dire ils se baladent, c'est le monde rural. Peut-être un effet dissuasif, en tout cas pour l'instant aucun coup de sifflet n'a été entendu depuis qu'il y a donc eu cette mise en place de cette technique et la maire n'exclut pas d'ailleurs de la généraliser. Espérons qu'il n'y ait pas de terrain de foot à côté, donc de coups de sifflet, évidemment. Pour terminer, un documentaire sur l'usage des écrans sera diffusé samedi soir sur la chaîne Public Sénat. Et si on levait les yeux, réalisé par Gilles Vernet, professeur en classe de CM2, une classe en réseau d'éducation prioritaire à Paris. 10 mois de réflexion autour de l'usage des écrans, 10 jours de déconnexion. Alors était-ce difficile de déconnecter justement à cet âge-là? Écoutez la réponse de Gilles Vernet au micro de France Info. Pas tant que ça quand on regarde quand ils sont partis pendant ce séjour en pleine nature. Ils ont vite été joués dehors, ils ont vite été au contact de la nature et surtout des liens entre eux. Alors le temps passé en moyenne sur un écran varie entre 4 à 7 heures. Il peut donc grimper assez vite selon Gilles Vernet. Ce qui ressort beaucoup, une fois qu'on a constaté le temps incroyable qu'ils y passaient, c'est le pourquoi. Pourquoi Et finalement, ce dont on s'aperçoit quand ils se justifient, entre guillemets, il y a évidemment l'aspect addictif, mais il y a toute cette solitude à laquelle ils font face. Alors dans sa classe parisienne, justement, Gilles Vernet a mis en place une technique pour recentrer l'attention des élèves. Écoutez. La respiration du matin qui vient après l'appel que j'ai mis en place systématiquement tous les matins, ils sont très demandeurs. C'est 2 minutes, on va revenir à soi. Ce à soi dont les écrans nous coupent de la même manière qu'ils nous coupent des liens avec nos amis quand on est sur nos portables, avec notre famille et avec toutes les conséquences qu'on connaît. Alors après ce constat qui a été dressé par ce professeur, cette dernière question, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut interdire ou est-ce qu'il faut réglementer? Écoutez sa réponse. Je crois d'abord dans l'éducation. Plus qu'à l'interdiction, l'éducation, la capacité à avoir du recul, à comprendre les mécanismes est essentielle. Néanmoins, quand on parle d'enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans, arrivés à leur écran, là je pense qu'il faut une réglementation, là je pense qu'il faut des interdictions, parce que les effets, plus on est jeune, plus ils sont dramatiques. Alors face à la presse, Emmanuel Macron avait justement annoncé vouloir réguler l'accès aux mineurs à ces écrans. Un groupe d'experts s'est d'ailleurs réuni. On attend les résultats. Ce sera au mois de mars prochain. En attendant, si vous souhaitez voir ce documentaire et si on levait les yeux, c'est ce samedi sur la chaîne Public Sénat. Merci beaucoup Guillaume. Prison, hôpital psychiatrique ou encore centre éducatif fermé, ce sont près de 24 000 mineurs qui se retrouvent dans ce qu'on appelle des lieux de privation de liberté, endroits où l'accès à l'éducation est majeur et rencontrent pourtant des difficultés. C'est ce qu'on pointe le rapport de notre invitée. On en parle avec elle dans quelques instants.
Dominique Simoneau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un lieu de privation de liberté? C'est un peu confus pour les gens qui nous regardent. Oui, ça je comprends parce que déjà le nom de l'institution est compliqué à comprendre. On va contrôler que les droits fondamentaux des personnes enfermées sur décision judiciaire ou administrative sont bien respectés. Même comme ça, c'est bizarre. Écoutez, je vous dis, c'est les prisons, les hôpitaux psychiatriques dans les services fermés de soins sans consentement, les cellules de garde à vue, les centres éducatifs fermés pour les enfants et adolescents et les centres de rétention administrative pour les étrangers. Voilà. Des lieux où l'on retrouve évidemment, je l'ai dit, à peu près 24 000 enfants. 24 000 enfants qui ont aussi ont droit à l'éducation. Lorsque vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, parler de l'éducation comme grande cause nationale, est-ce que cela vous rassure ? Est-ce que vous pensez que ces enfants sont aussi pris en compte, l'éducation de ces enfants? Non, ça ne me rassure pas du tout parce que justement, ils sont totalement oubliés. Moi, ça fait 1 an qu'avec le secrétaire général du contrôle, là où je travaille, de l'institution, on est allé alerter tous les ministères concernés pour leur dire attention, regardez, ce sont des enfants. Ceux qu'on retrouve en prison, ceux qu'on retrouve dans les centres éducatifs fermés, ceux qu'on retrouve dans les hôpitaux psychiatriques sont des enfants fragiles, sont des enfants qui ont déjà eu des vies cabossées. Ils ont eu des vies chaotiques. Souvent, ils sont passés la moitié, disons la bonne moitié de ceux qu'on retrouve en prison sont passés par l'aide sociale à l'enfance, par des familles d'accueil, des foyers d'accueil. Et il faut bien, j'emploie un mot trivial que j'aime pas du tout, réparer ces enfants-là. Il faut bien leur donner le goût de quelque chose, qui deviennent quelque chose d'autre. C'est nos enfants, c'est les pupilles de la nation en fait, qui sont élevés par la société tout entière, bien qu'ils deviennent quelqu'un pour la société tout entière. Et quand j'entends que c'est une grande cause nationale, l'éducation, je repense à ces enfants-là et je me dis que ils ne sont pas du tout pris en compte pour le moment. Pas pris en compte pour plusieurs raisons et on va les évoquer et les détailler ensemble si vous le voulez bien. Déjà, l'accès à l'éducation, on l'a dit, est un droit pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Un droit qui donc dépasse évidemment l'enfermement. Comment expliquer justement cette situation où, je l'ai dit en sommaire de cette émission, des enfants, des élèves ont 4 à 5 fois moins d'heures de cours que les autres? Comment c'est possible? Moi, je ne l'explique que par une chose, la négligence. Parce que, si vous voulez, ce sont des enfants dont personne n'a grand-chose à faire. Ils n'ont pas de parents. En général, ils ont été enlevés à leurs parents, ou s'ils en ont, leurs parents n'ont pas des voies qui portent, ils n'ont pas de tracteur sur lesquels monter. J'ai rarement vu des gosses manifester pour aller à l'école. Ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas d'existence. Ils ont la vôtre pourtant, c'est une voix qui porte. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que lorsque vous parlez justement de ces enfants, quand l'éducation est la grande cause justement nationale, portée par le Premier ministre, mais ancien ministre de l'Éducation, portée par le Président, est-ce qu'ils entendent le fait que tous les enfants ont droit à cette éducation? Et justement, puisque c'est un court séjour que font ces enfants souvent, voilà. On peut imaginer qu'après, il y a un lendemain, un vrai lendemain. Mais c'est ça qui est énervant. Et d'ailleurs, quand j'ai vu le président de la République, je crois que c'est le truc qui l'a fait sursauter, c'est quand je lui ai parlé de ces enfants-là. Je lui ai dit, vous savez, vous êtes au courant, on va sortir un avis, voilà, là-dessus. Eh bien, en disant que, regardez, en prison, les professeurs ont les vacances scolaires. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pathétique, parce que un adolescent qui rentre en prison en juin, qui en sort en octobre, il aura eu 0 heure de cours. Les directeurs de prison me le disent. Les enfants, pendant les vacances scolaires, ils sont enfermés dans leur cellule à ne rien faire. Peut-être parfois un prof leur a laissé des devoirs à faire, mais enfin, pas pour 3 mois. Parce que quand on parle par exemple des enfants, parce qu'il y a plusieurs effectivement façons de parler de ces enfants dans les lieux de privation, mais en l'occurrence on parle des enfants qui sont donc en prison. Lorsqu'ils sont en prison, ils se retrouvent pour les moments d'été, donc des vacances dont vous parlez des enseignants, à être dans leur cellule et ne pas sortir réellement, sauf pour aller faire 1 heure de balade. Pourquoi? Enfin, comment se passe une journée classique d'un enfant qui par exemple a 14-15 ans, en vacances? Pendant les vacances scolaires des autres, et des profs. Ça se passe que il se lève, il se nettoie, il a le petit déjeuner. J'imagine, moi on me dit, et quand on les voit, ils sont la plupart de la journée totalement désœuvrés. Ils ont un peu de sport, mais voilà.
Donc pas pris en charge, si je comprends bien. Pardon, pour vous suivre. Donc ils prennent du retard. Oui, sauf au prix. J'ai eu un gamin pendant le Covid, il sanglotait, il avait 18 ans, il allait passer le bac. Et il me disait, madame, on m'envoie vous savez, les livrets du CNED par correspondance. Ouais. On me les envoie dans le désordre. J'ai reçu le 4. Et puis là, j'ai eu le 1. Puis maintenant, j'ai eu le 3. Et il dit, j'ai fait tellement d'efforts pour avoir le bac, madame. Si je ne l'ai pas, je me suicide. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est quand même trop bête. Donc, si je vous suis, en fait, et on a fait déjà une émission à ce sujet, et c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là aussi. En fait, ces enfants sont conscients de la chance qu'ils ont, finalement, de pouvoir aussi étudier dans ces lieux de privation. Je suis contente que vous disiez ça, parce que nous, c'est ce qui nous confie aussi. Ce qui leur manque le plus, c'est ça, apprendre. Alors je sais qu'ils ne sont pas des bons élèves faciles, je sais qu'ils n'ont pas des facultés de concentration extraordinaires, qui sont nerveux, qui sont remuants, sinon peut-être qu'ils ne seraient pas en prison ou pas dans un centre éducatif fermé ou pas ailleurs, bien sûr, mais il n'empêche qu'il faut tout faire pour les remettre à flot, pour leur donner le goût de quelque chose. J'ai visité un centre éducatif fermé extraordinaire, dans lequel il y avait un atelier bois, un atelier métal. Les gosses fabriquaient des chaises, des tables, des meubles pour la maison de retraite et pour la mairie. Ils avaient un atelier cuisine où ils portaient les repas pour les fêtes, je sais pas, les repas de fête, que ce soit à l'EHPAD ou à la mairie. Ils apprenaient quelque chose. Je dis pas je leur dis pas d'apprendre le latin, mais vous voyez, je connais pas mal de ce qu'on appelle responsables locaux d'éducation en prison, RLE, qui nous disent, nous, on se débrouille, c'est le système D pour nous, pour essayer, grâce à des heures supplémentaires, donner un peu plus d'heures de cours. Est-ce que pour certains de ces enfants, c'est quelque part aussi une façon d'entrer dans l'apprentissage réellement et dans les études? Est-ce que ces enfants, finalement, c'est la première fois qu'ils vraiment ils sont conscients de la chance qu'ils ont de travailler et d'apprendre? C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, ce qui est tellement dommage, c'est qu'on ne saisisse pas ce moment, ce temps, même s'il est un peu court, même si c'est 6 mois, même si c'est 1 an, pour faire de la prison ou de l'enfermement quelque chose d'intelligent. Là, on en fait un temps mort bête. Je ne dis pas... vous voyez cette histoire de profs avec les vacances scolaires malgré la prison, je trouve que ça résume tout. Tout de l'espèce d'abandon dans lequel on laisse nos enfants et de l'espèce de désintérêt finalement un peu hautain qu'on a envers eux. Vous comprenez évidemment que les profs prennent des vacances, c'est parce que vous, évidemment, dénoncez. Mais là où vous insistez, c'est sur le fait que ces enfants, pendant ces mois qui sont importants, puisque ça représente peut-être 30-40% effectivement de leur temps de détention, peut-être même 50% d'ailleurs, eh bien c'est un retard donc forcément d'enseignement et d'apprentissage pour eux. Exactement, c'est pour ça que nous on voudrait une loi avec la création d'un statut spécial de ces profs-là. Et d'ailleurs, on demande aussi, vous voyez, avec pas les vacances scolaires, parce qu'il n'y a pas que les grandes vacances, il y a Pâques, il y a la Toussaint, il y a en ce moment, voilà, et une formation que les professeurs eux-mêmes réclament, parce que c'est pas la même chose d'apprendre à des enfants en prison que d'apprendre à des enfants en centre éducatif fermé, ni que d'apprendre à des enfants qui sont enfermés à l'hôpital psychiatrique. Quelle est la formation de ces enseignants, justement, aujourd'hui? Justement, beaucoup n'en ont pas. Et beaucoup en réclament. Parce que c'est très subtil, c'est très compliqué. Et quand il y a des formations, il paraît que de ce qu'ils nous disent et de ce dont ils se plaignent, c'est d'être mélangés avec des profs de centres éducatifs fermés qui n'auront pas la même approche. Parce qu'en centre éducatif fermé, les gosses sortent. Bon, c'est pas la même approche qu'en prison, et donc il faudrait des formations spécifiques. Mais ça veut dire que par exemple, un professeur, un enseignant qui vient en centre éducatif fermé ou dans une prison pour enseigner après avoir été recruté par un job dating, les fameux dont on a parlé, qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps? J'espère que non. J'espère que non, mais vous savez, dans ces endroits-là, les directions sont tellement désespérées de ne trouver personne que, vous savez que, je ne sais pas si vous avez lu dans nos rapports, pendant le Covid, il y a eu 2 tenanciers de boîtes de nuit dont la boîte fermait à cause du Covid, et qui ils se sont dit, tiens, on va faire du social. Ils se sont fait embaucher comme éducateurs
dans un centre éducatif fermé. Donc dès qu'un gamin faisait son boulot de gamin odieux, provocateur, boum, une patate. Mais est-ce que on se rend compte de la bêtise? Cette formation des professeurs dont vous parlez, on parle déjà beaucoup des classes surchargées à l'école, d'un manque cruel de professeurs dans l'enseignement général, professionnel, technique. Donc on l'imagine très bien, assez aisément aussi, pour les lieux de privation de liberté. Comment imaginer pouvoir attirer davantage d'enseignants dans ce secteur-là? Peut-être en les payant mieux, peut-être en faisant valoir l'immense importance de leur travail auprès de ces enfants. C'est d'une importance cruciale, je dirais. Je sais pas, ces responsables locaux d'éducation à qui je parle, ils savent à quel point ils sont importants pour ces gosses. Et je dirais pour ces gosses et pour eux-mêmes en prison, pour les jeunes majeurs. Oui, donc en plus c'est assez contre-intuitif parce qu'effectivement, ce sont des enfants qui sont a priori bien sûr, plus compliqués que les autres, en tout cas, plus perturbés, qui évidemment sont peut-être mis un peu sur le côté et évidemment sur lesquels on se concentre le moins. Donc c'est là où... Exactement, comme vous le dites, je pense la même chose. Quand je vous dis c'est pathétiquement absurde, oui, ça me paraît absurde. Et non seulement, et ça me paraît aussi bête, et c'est un manque c'est faire perdre beaucoup de chance à ces enfants-là aussi. On dit, on va les remettre sur le droit chemin, ils n'y sont pas. Et qu'on commence par leur apprendre à goûter la vie, à aimer la vie, à travers ce qu'ils pourraient avoir envie de faire et ce qui les rendrait fiers. Moi, je les ai vus dans ce centre éducatif fermé, à quel point ils étaient fiers, les gosses, de construire des armoires, des tables, mais comme ils étaient contents, et de nous servir à déjeuner, le déjeuner qu'ils avaient. Ils étaient heureux. Ils étaient fiers. Vous savez, c'est rare que ces enfants-là soient fiers. Ben oui, bien sûr. Donner goût à la vie, c'est aussi parler d'orientation pour ces élèves-là, ces enfants-là. La plupart, on l'a dit, font des courts séjours. Si on peut pas dire courts séjours, parce que je pense qu'une journée est déjà une journée de trop. Mais disons que ce sont des séjours de plusieurs mois, en général. Donc des courts séjours. Comment ça se passe pour eux? Est-ce que l'orientation est la même que pour tous les enfants? Je vais vous dire, c'est désolant. C'est désolant parce que dans les centres éducatifs fermés, les éducateurs nous disent « Nous, on ne sait absolument rien de son parcours avant et on ne sait même pas ce qu'il donnera après. Donc, comment savoir ce qu'ils ont fait? Eh bien ou pas. Mais pourquoi ils ne savent pas? Il y a un dossier. Parce que normalement, il y a un dossier, un éducateur fil rouge qui, soi-disant, suit l'enfant dans son parcours. Tout ça, c'est très joli. Je dirais, c'est du violon. Et dans la réalité, ça n'existe pas. Mais la réalité, ça veut dire quoi? C'est un enfant qui arrive, on sait qu'il a fait a priori un délit ou un crime, exactement. Et qui doit donc être remis sur le droit chemin, qui est censé avoir effectivement une éducation, en tout cas avoir recours à son fameux droit à l'éducation, mais pour qui on dit, bon, bah, écoute, ce sera en fonction de ce qu'on peut, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Sauf dans certains centres éducatifs fermés. Là, j'ai une équipe qui était dans un centre où c'était formidable. Puis je vous dis, on va trouver le pire ailleurs. Et en prison, il y a tout, et partout, il y a ce problème de vacances scolaires. Et je trouve aberrant ce système. Et surtout, je le trouve hypocrite. Parce qu'on nous raconte, mais regardez, c'est bien, on va les prendre en charge. Mais en fait, vous vous rendez compte, il n'y a pas d'étude longitudinale de la vie de ces gosses. Pour vous dire à quel point on s'en préoccupe. Et il n'y a pas, et les éducateurs dans les centres, eh ben, ils voient arriver ces gamins, ils ne connaissent pas leur parcours d'avant. On connaît le taux de réinsertion de ces enfants après, justement, cette incarcération? C'est ce que je vous dis, non. On ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas si finalement ils réussissent à se réinsérer dans la... Soit a dit qu'il voulait faire construire 40, je crois, centres éducatifs fermés de plus. Oui. Mais ok, mais que d'abord on les évalue. Et surtout avec quels moyens? Est-ce qu'on aura suffisamment d'enseignants? Est-ce que vous avez une réponse à ça? D'ailleurs, j'ai aucune réponse. Mais, d'ailleurs, les sénateurs qui avaient fait un rapport sur le rapport justement entre éducation et délinquance dénonçaient exactement la même chose que ce que je suis en train de vous dire en 2022. Donc ça fait des années qu'on sait tout ça. On a parlé des travaux d'intérêt éducatif aussi. C'est les fameux mots qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, à la fois dans la bouche du Premier ministre et aussi de la ministre de l'Éducation, qui était ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir aussi un intérêt justement pour ces enfants-là? Je ne sais absolument pas ce que c'est.
Vous avez compris ce que ça allait être? C'est un genre de travail d'intérêt général, c'est-à-dire travailler gratuitement pour la communauté. Mais écoutez, si ça leur apprend quelque chose, tant mieux. Moi, j'attends de voir sur pièce, parce que vous voyez, on va vous dire, on nous dit, quand on a déjà dit, on va créer les centres éducatifs fermés, et là, les sauvageons seront enfermés, vous vous rappelez, puis ils seront pris en charge, etc. Ben, voilà, quand on y va, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont pris en charge selon les lieux, plus ou moins bien, et parfois pas bien du tout. On parle beaucoup des prisons, mais il y a aussi évidemment les hôpitaux. Oui. Les hôpitaux où il y a malheureusement aussi beaucoup d'enfants qui ont du mal à avoir accès à l'apprentissage, à l'enseignement, à l'éducation de manière générale. Comment ça se passe pour ces enfants-là? Et comment se passe l'éducation justement dans ces lieux? Est-ce que les enseignants sont aussi formés différemment? Oui, ils devraient, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas du tout beaucoup. Alors là, ça dépend vraiment des lieux. Vous savez, d'abord, la pédopsychiatrie, et je pense que ça fait partie du problème dont on est en train de parler sur l'enseignement, parce que la pédopsychiatrie est en train de disparaître. Il y a des départements entiers où il n'y a pas de pédopsychiatre et pas de service de pédopsychiatrie. Or là, quand on parle de pédopsychiatrie, je crois que tout le monde est d'accord que c'est des enfants profondément perturbés. Et les moyens n'y sont pas. Quid de l'encadrement des enfants aussi? Vous en parliez en début d'échange, des parents. Vous en parliez en début d'échange. Cela me perturbe tellement. J'imagine bien que ça doit être très compliqué aussi d'avoir un suivi pour les parents. Les parents, vous savez, ils ne sont pas tellement suivis. Ils sont suivis, on leur dit, si ton gosse, je vais dire un truc grossier, déconne, tu vas perdre tes allocations familiales. C'est la nouvelle idée à la mode, qui d'ailleurs, c'est une idée qui date d'il y a assez très très longtemps. Et qui là va être mise en œuvre, mais je n'appelle pas ça un suivi. Il y a des stages parentaux, mais tout est un peu parcellaire. Finalement. Et je suis d'accord, la prison, je suis d'accord avec tous les directeurs de prison avec qui j'ai parlé, les surveillants avec qui j'ai parlé. Il y en a des formidables avec les mineurs, mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne peuvent pas à eux seuls réparer ce qui a débloqué depuis le début. Ils ne sont pas à la fois l'école, les parents, les médecins. C'est ça qui est très préoccupant, je trouve. Et je le redis, c'est nos enfants. Il y a le français, il y a les maths, l'histoire géo, les langues, certes, mais il y a aussi la culture dans son ensemble. Exactement. La musique, le cinéma, il y a le mille théâtre, choses. Les musées, l'art en général, le sport. Est-ce que ces enfants ont aussi accès à ce fameux droit à la culture, ce droit à autre chose? Je pense que oui, et tout dépend et de la bonne volonté et du nombre d'intervenants en prison qui sont autour d'eux. Parce qu'il y a des endroits où c'est admirable, il y a des endroits où c'est formidable. Il y a des endroits où on a envie, comme je vous le disais, le centre éducatif fermé que j'ai visité, dont je vous parlais, j'aimerais qu'ils soient tous comme ça. Il est où? Citons-le. Il s'appelle La Poujade, il est en Ariège. Et les gamins m'ont dit, j'ai dit, t'as pas envie de t'en aller, toi? Il me dit, oh ben non, s'évader de là, mais ce serait trop bête, madame. Ce sera un dos de vache, on est loin de... Non, nous, on reste, on est bien là. Ils sont mieux, finalement. Ils sont mieux que chez eux? C'est ça que ça veut dire, aussi? On n'a pas versé dans les confidences aussi intimes. C'est très dur de faire parler des enfants de ça. Je trouve qu'il faut lier quand même plus qu'une visite, peut-être. Mais en tout cas, ils étaient bien là où ils étaient. Et ça fait plaisir, alors qu'il y a d'autres endroits où on a découvert des gosses qui fumaient le shit dans leur chambre, accrochés à leur PlayStation toute la journée. Vous voyez Parce qu'ils ont accès à une PlayStation? Oui. Mais pour autant, ils n'ont pas accès à Internet? Alors non, dans les centres éducatifs fermés, c'est différent. D'accord. Mais en prison, ils n'ont pas accès à Internet. Pas du tout. Vous voyez que ça vient. C'est quand même... La loi veut que la vie dedans ou la scolarité dedans ressemble le plus possible à celle du dehors. Si vous n'avez pas Internet, surtout quand vous avez cet âge-là, vous êtes rien du tout. Mais là, j'étais en prison. J'ai vu un service où les gamins, s'ils allaient à l'école, ils avaient droit à 1 heure de PlayStation après. D'accord. Et s'ils n'y allaient pas, ils étaient punis plus de câble de télé pendant 1 heure. On le dit, ils ont le droit de passer les mêmes diplômes, brevets, bac, que les autres enfants? Ouais. Oui, ils ont le droit. Et d'ailleurs, il y a certaines prisons et certains endroits où on organise des fêtes pour valoriser justement ces diplômes le plus qu'on peut. Tellement les dirigeants de la prison sont fiers aussi que leurs gosses réussissent. Voilà. Mais ils ont ce droit. Mais comme je vous le dis, c'est un droit
par endroits inatteignables. Avec la surpopulation carcérale en plus. Alors non, chez les mineurs, c'est pas voilà, c'est ça. Alors, mais en revanche, les classes peuvent être divisées en fonction, effectivement, du nombre d'enfants, par âge, par catégorie. Donc, ça veut dire, dans une classe, un professeur peut enseigner aussi bien les français et les maths à un enfant qui a 12 ans qu'à un enfant qui en a 16. Oui, c'est vrai, oui. Difficile pour les profs. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut une formation. C'est très dur. Mais je pense que ça doit être, enfin, ceux à qui je parle, c'est très gratifiant, tellement ils ont l'impression de faire quelque chose de bien et qui sert à quelque chose. Merci beaucoup Dominique Simoneau d'avoir été avec nous, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. On va marquer une courte pause et on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des cancers de l'enfant. Alors, chaque année en France, environ 2300 enfants et adolescents sont nouvellement atteints de cancer. Même si le taux de survie à 5 ans dépasse désormais 80%, eh bien, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an. Et 2/3 de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Frédéric Soto. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous Frédéric, président de l'association Sourire à la vie. On parle justement, Frédéric, de cancer au pluriel, des cancers de l'enfant, cette journée internationale donc, qui touche tous les pays du monde, malheureusement tous les enfants du monde. Et quels sont, ma question est assez simple, mais quels sont les cancers les plus fréquents chez l'enfant, Frédéric ? Il y en a effectivement une très très grande diversité, hein, puisqu'on trouve des cancers de l'enfant à partir de la naissance jusque quasiment à l'âge adulte. Donc ça touche une très grande diversité d'enfants et évidemment de tous les milieux socio-professionnels, de toutes les origines avec toutes les difficultés possibles. Mais les plus grandes catégories, c'est vraiment la catégorie des leucémies, évidemment. Il en existe une infinité, hein. Il y a beaucoup de leucémies différentes, mais ce grand terme effectivement fait partie, donc c'est les cancers du sang. Et ensuite, on va retrouver les tumeurs cérébrales et les tumeurs osseuses, qui vont être les deux cancers les plus répandus ensuite après les leucémies. Ils diffèrent beaucoup des cancers de l'adulte ? Oui, c'est des maladies complètement différentes. Donc évidemment, ça reste sur le même principe, hein, c'est-à-dire une cellule qui dégénère et qui va semer la zizanie, évidemment, dans un programme. Mais c'est des maladies qui sont complètement différentes. Alors, l'association Sourire la vie est une association assez merveilleuse que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, à la fois de vous rencontrer vous, Frédéric, rencontrer aussi tous les enfants qui sont avec vous et les projets que vous portez. On va en parler dans quelques minutes, mais j'aimerais avant cela qu'on écoute Sarah qui parle de la maladie et surtout du tabou de cette maladie. Je m'appelle Sarah, j'ai 10 ans. J'ai fait une première greffe. Elle a fonctionné 18 mois. Et là, au mois de mai, j'ai rechuté. Les choses les plus dures, ça a été les mal de ventre, les douleurs. C'est d'avoir enduré des traitements et tout. D'avoir perdu mes cheveux. Et quand t'apprends que c'est une rechute, c'est bouleversant, quoi. C'est chaud quand même. Je me pose la question. Est-ce que je suis seule face au cancer ? Est-ce que je vis seule face au cancer ? C'est la question que se posent tous ces enfants, Frédéric ?
En fait, Sarah, ces images, elles ont été tournées dans une chambre stérile, donc elle était en greffe de moelle pour la deuxième fois, comme elle le dit dans la vidéo. Donc c'est un endroit qui est extrêmement protégé, c'est une espèce de bulle dans laquelle elle passe plusieurs mois, et évidemment où elle ne voit que sa maman ou son papa, un petit peu les quelques intervenants qui ont le droit de rentrer, dont on fait partie évidemment, et puis les soignants. Donc c'est un moment où effectivement, en pensant aux copines à l'école, en pensant aux copains qui fêtent les anniversaires, qui fêtent Noël en famille, alors qu'elle était dans sa bulle, c'est sûr que c'est une question qui est évidente. Et puis c'est une façon aussi de dire et de relayer aussi cette question de la maladie, du cancer, du fait d'être là, de l'importance des dons aussi pour faire bien sûr avancer la recherche, mais aussi pour tout l'accompagnement des enfants dans son ensemble. Exactement, il y a beaucoup de choses à faire. On a commencé il y a 18 ans et on a fait du chemin depuis, mais sur la route, on s'est rendu compte que évidemment, un enfant et sa place, elle n'était pas à l'hôpital en permanence. C'est pas parce qu'il est gravement malade qu'il doit être alité toute l'année. Donc, il y a plein de choses à faire. On a repoussé les limites, comme vous le savez, on a fait des expéditions dans le Grand Nord avec des enfants qui étaient en cours de traitement, parfois qui étaient en soins palliatifs. On a fait des expéditions en Polynésie pour plonger avec les requins à 25 mètres de fond ou pour nager en Méditerranée avec les dauphins. Donc on sait que les enfants, on peut leur faire plein de choses pendant qu'ils sont malades et ce malgré les traitements, et d'autant plus quand le diagnostic est pas bon. Il est très important de leur permettre de vivre des choses et pas juste d'attendre à l'hôpital que ça se passe, quoi. Alors Sourire à la vie effectivement propose... Sourire à la vie propose plusieurs choses. La première des choses, c'est que vous êtes présente dans les hôpitaux. Je crois que vous avez à peu près 7 unités dans toute la France, il me semble. Et l'idée d'être présent dès le diagnostic est essentielle pour vous, Frédéric ? Pour nous, c'est très important parce que c'est le moment où ils prennent un coup de massue sur la tête et puis c'est un moment où ils arrivent, ils sont encore en forme, ils n'ont pas encore démarré les traitements et donc au plus tôt on va pouvoir intervenir. On a fait des études scientifiques sur le sujet. Au plus tôt notre accompagnement il vient dans le traitement, même avant les traitements, au moins l'enfant perd de ses capacités physiques, de sa forme, de sa bonne humeur, de sa motivation. Donc évidemment on va démarrer le travail avec eux, on va être à leur côté dès le début des traitements et tous les jours à l'hôpital il y a des intervenants de Sourire à la vie dans les 7 villes dans lesquelles on est présent, donc dans les 7 régions, puisque c'est des pôles régionales. Donc dans les 7 régions dans lesquelles on est présent, évidemment, il y a des intervenants qui sont là dès le début des traitements et tous les jours, on est avec les enfants à leur côté et ça c'est très important. C'est important aussi qu'on soit là pour prendre le relais des parents. On fait partie des rares à avoir cette possibilité-là, c'est-à-dire quand on rentre dans la chambre, le parent va pouvoir aller prendre un café, va pouvoir aller prendre une douche, faire une lessive et pour eux c'est un vrai bol d'oxygène, c'est un vrai bol d'air parce que les traitements vont être longs et cet accompagnement va être dur. Et c'est aussi les prémices de ce qu'on va pouvoir faire après à l'extérieur de l'hôpital où ils vont pouvoir donc confier leur enfant au Phare des Sourires et dans les établissements dans lesquels on a créé. Et où ils vont pouvoir confier leur enfant, ce qui est vraiment assez unique en France, quoi. Oui, c'est ça, c'est une structure complètement unique en France. C'est une maison entièrement médicalisée, c'est ça, le Phare des Sourires ? C'est une maison d'enfants, alors on ne voit pas du tout que c'est médicalisé, mais ça l'est. On a des pédiatres oncologues, on a des infirmières vraiment spécialisées, il y a des soins tous les jours qui sont faits, mais ça ne se voit pas. C'est vraiment une maison d'enfants pleine de couleurs, de vie, d'apprentissage, de jeux, de sport. On mange bio, ça court, ça rigole, c'est l'opposé de ce qu'on peut imaginer quand on pense à un enfant malade du cancer. Et par contre, évidemment, c'est un outil exceptionnel parce que c'est un espèce de couteau suisse, on peut tout faire. Les parents peuvent y déposer leur enfant à la journée, on peut y faire des soins, l'hôpital peut nous envoyer des enfants pour des alternatives à l'hospitalisation, on peut faire des colonies de vacances, on peut faire du sport, on peut faire de la cuisine. Donc vraiment, c'est une espèce de couteau suisse qui va répondre à tous les besoins que vont rencontrer ces enfants, que rencontrent tous les enfants, au travers de l'école, des clubs de sport et tout ça. Là, dans un lieu sécurisé, on a vraiment tous les éléments pour pouvoir accompagner l'enfant pendant tous ces traitements et après. Et quelle que soit l'issue aussi, puisque un des axes aussi sur lesquels on travaille énormément, c'est la longue durée et qu'est-ce qui peut se passer
si le traitement fonctionne. Donc on a tout un système, on accompagne les jeunes vers des bourses d'études, on leur finance leurs études, on a énormément de possibilités pour les former, pour les accompagner dans la vie professionnelle, les accompagner avec des banques, avec plein de choses pour pouvoir créer leur entreprise. Enfin voilà, plein de choses, parce que quand on a eu un cancer, on est vraiment étiqueté par l'administration aussi, et c'est pas nécessairement facile de rentrer dans des études, dans des hautes études ou autre chose. Et puis, mais aussi malheureusement quand les traitements ne marchent pas, on est là pour accompagner les enfants, remplir leur vie de plein de belles choses, de plein d'humanité, de plein d'amour jusqu'au bout. Et ça, pour nous, c'est un aspect qui est très très important et qui est aussi important que tout le reste, mais qui nous tient évidemment énormément à cœur. Vous l'avez dit, un accompagnement effectivement à la fois humain, social et puis psychologique, mais aussi médical. Et vous avez parlé des expéditions que vous avez faites dans le Grand Nord notamment. Vous êtes fan de voile, votre père aussi. Vous avez monté en fait ces expéditions absolument incroyables, il me semble, où effectivement les enfants peuvent partir pendant une semaine ou deux, c'est ça, en mer, avec tout l'équipement nécessaire pour leur traitement. Exactement, tout l'été, on a un bateau magnifique qui nous a été légué par un mécène, qui est un bateau extraordinaire, un catamaran de 17 mètres, et qui prend la mer à partir du mois de mai, qui rentre en septembre, et pendant tous ces mois, des enfants avec des soignants à bord s'enchaînent, se relaient il reste une dizaine de jours environ, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, et ils vont pouvoir sillonner la Méditerranée, aller à la recherche des baleines et des dauphins, participer avec des équipes de scientifiques à les reconnaître, mais aussi sillonner la Corse, jeter l'ancre dans les calanques magnifiques qu'on connaît de nos régions, et pouvoir retrouver un espace de liberté tout en étant soigné. Donc c'était vraiment un des gros postulats du départ, c'était est-ce qu'on peut soigner ces enfants en dehors de l'hôpital, et effectivement avec le bateau on y a répondu. Il y a une expédition en chien de traîneau qui repart dans le Grand Nord de la Laponie dans moins d'un mois. Donc toutes ces grandes aventures continuent, et pour des enfants, ce qui est vraiment exceptionnel et unique, c'est qu'on emmène des enfants qui sont en cours de traitement, et avec des pronostics de maladies très différentes. C'est extraordinaire, vraiment. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder sur le site Sourire à la vie tout ce que l'association propose. Il y a un nouvel endroit à venir, le château Sainte-Marthe, qui est une donation de la famille Ricard, et vous regarderez sur le site également. Malheureusement, on n'a plus de temps. Un clin d'œil à votre parrain fantastique, Grand Corps Malade, qu'on salue et qu'on embrasse. Et puis un rappel pour les dons, si vous voulez le faire. Frédéric Soto, c'est bien sourirealavie.fr. Exactement, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, et avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci à vous, on embrasse tous les enfants que j'ai pu rencontrer, et puis ainsi que Sarah qui nous a partagé sa vidéo. Merci Frédéric d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et tout de suite, on va retrouver Guillaume Blanc pour sa chronique. Alors Guillaume, pour votre chronique vue sur les réseaux, vous mettez en avant une belle initiative proposée par les internautes, puisqu'il est question d'un nouveau challenge sur TikTok intitulé No Spend February. Oui, que l'on peut traduire pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais, ne pas dépenser en février. Sachez toutefois que ce challenge peut se dérouler sur d'autres mois, avec notamment le hashtag No Spend Month pour ne pas dépenser tous les mois. En attendant, ce défi est venu tout droit des États-Unis. Il rassemble déjà plusieurs milliers de vidéos sur TikTok. Le concept est extrêmement simple. Vous êtes invité à limiter vos sorties au restaurant, dans les bars ou encore au cinéma, et donc à ne dépenser que pour des choses simples, c'est-à-dire les loyers, les courses, les factures, les soins médicaux ou encore l'essence. Vous répartissez tout cela sur votre calendrier. L'objectif est donc d'éviter les dépenses superflues et apprendre à gérer, à économiser son argent dans une société qui pousse tout simplement à la surconsommation aujourd'hui. Comment est né ce challenge ? Un phénomène qui s'inscrit dans le cadre des résolutions de la nouvelle année. On en a beaucoup, on en prend beaucoup d'ailleurs. Il est souvent associé à d'autres hashtags tels que le hashtag résolution ou encore New Year's Goals. Et alors ce challenge justement est l'occasion pour les internautes de se donner des bonnes idées, des conseils. Des petits tips, comme on dit effectivement en anglais. On voit beaucoup de TikTok où les utilisateurs partagent leur liste de dépenses autorisées et surtout interdites. Globalement, le concept reste le même, les dépenses assez essentielles. Alors, après, chacun fait à sa manière. Il n'y a pas vraiment un système, on va dire, universel. Concernant les techniques pour épargner, il y en a qui
fait notamment un carton depuis que le pouvoir d'achat est devenu très problématique et très discuté. La technique de l'enveloppe, par exemple. Le principe est très simple. Vous retirez de l'espèce au début de chaque mois, vous les répartissez dans des enveloppes pour éviter tout simplement les écarts. Certains sont un petit peu plus classiques avec l'utilisation d'un carnet où il est écrit les revenus, les postes de dépenses, en allouant bien sûr les sommes précises à chacun pour là aussi permettre d'épargner à la fin de chaque mois. Et ils sont donc arrivés en France. Alors j'ai fouillé, j'ai cherché. Nous les Français, on n'a pas trop surfé encore sur cette tendance, je dois bien l'avouer. Mais pour l'heure, eh bien, c'est bien dommage, car ce concept, il tombe un petit peu à pic quand on sait que les prix ne cessent de grimper. Vous l'avez remarqué, j'en suis sûr. L'inflation, plus 3,1% en janvier dernier, selon d'ailleurs une récente étude de l'association d'aide alimentaire Linky, par exemple. Sur plus de 5000 étudiants bénéficiaires qui ont été interrogés, 1 sur 10 affirme avoir déjà dû dormir dans sa voiture ou encore dehors au cours des 12 derniers mois. Autre constat qui est alarmant, 3/4 des sondés disposent de moins de 100 € de reste à vivre par mois, soit moins de 3,33 € par jour. C'est donc très peu. Pour le coup, on voulait mettre en avant cette très belle initiative sur TikTok. Souvent, on pointe un peu du doigt cette application. Là, on voulait la mettre en avant. C'est facile à faire à la maison. Tout le monde peut économiser en fonction, bien sûr, de son argent. Voilà, on voulait mettre ça tout simplement en avant, Virginie. Vous vouliez, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous, Guillaume. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard en Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invitée est la Miss France, Ève Gilles. Au mois de décembre, donc tu as remporté Miss France. Comment tu as vécu la période préalable, celle de préparation ? Moi, ça s'est super bien passé parce que j'étais très bien entourée. Moi, le comité Mister Pas-de-Calais est vraiment exceptionnel. Beaucoup de chance, ouais. Oui. Ils m'accompagnent, mais tout le temps, je les appelle. Mais encore actuellement, je les appelle tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, William Serre, je l'ai quasiment 4 heures au téléphone par jour. Il doit être si heureux. Il vit avec moi, j'ai l'impression qu'il est dans mon appartement. C'est ça. Et du coup, ils t'ont beaucoup porté. C'est vrai que... Et puis, surtout, ils connaissent bien le fonctionnement. Et oui, tu t'es sentie accompagnée, quoi. Oui. Et l'ambiance avec les filles ? C'était vraiment, je dirais pas colonie de vacances, je vais pas abuser non plus. Ouais, mais c'est un peu l'esprit. Mais franchement, on était un bon groupe. Ok, il y avait des filles qui s'entendaient mieux avec certaines qu'avec d'autres. Enfin, forcément, c'est comme partout. On est 30 filles, donc on peut pas avoir juste un groupe complètement uni. Mais d'une manière générale, il y avait une bonne dynamique. Et moi, personnellement, je m'entendais très bien avec tout le monde. Franchement, c'était vraiment sympa. Est-ce que tu avais le sentiment de faire partie des favorites du concours pendant l'aventure ? Je préférais pas me le dire. Enfin, en fait... Je regardais pas trop les stats sur les favorites parce qu'il y a de temps en temps de grosses surprises. Et donc, je préférais pas, bloquer mon esprit et me dire « Ok, c'est bon, t'es dans les favorites, donc c'est tout, on arrête les efforts. » Non, en fait, ça s'arrête pas là et donc je préférais laisser ça de côté. Mais toi, tu te sentais en mesure de gagner, de l'emporter ? Moi, j'y croyais jusqu'au bout. Stat ou pas stat, tu vois, et tu y croyais. Ouais. Donc tu te sentais comment au moment du prime ? T'étais sereine, t'étais stressée ? Non, j'étais sereine. Je me sentais bien parce que déjà j'adore la scène. Et Ah oui, on a vu que tu dansais. Non mais c'est vrai. Je me suis dit waouh. J'ai toujours adoré cet élément. Et c'est pour ça que je me sentais super bien. Puis je me disais de toute façon, si je me donne au max, je pourrais pas regretter. Donc même si je ne deviens pas Miss France, j'aurais fait mon maximum. Est-ce que tu voyais des similitudes par exemple avec le concours de médecine ? Où il y a beaucoup de concurrence, où les places sont chères, non ? Non, je n'avais pas du tout fait le parallèle à ce moment-là. Et au moment où on t'annonce que tu as gagné, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je me suis vraiment dit, ok, donc là, je l'ai fait, on l'a fait. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, ok, je donne les mains à Miss Guyane, on est en train de me mettre la couronne. Mais après, là... Oh, t'avais pas prévenu ce qui se passait après, sur ce qui se passait après. On m'avait dit que celle qui gagnait allait faire un discours à la fin en général, mais en fait, j'avais pas du tout préparé de petit discours. Enfin, ça s'est vu ce que j'ai dit, mais non. Après la suite, je l'avais pas imaginé. En fait, je m'étais imaginé jusqu'au jour J, et ensuite, j'avais pas forcément réfléchi à ce qui allait. Et finalement. Avec plusieurs semaines de recul, ce que tu es en train de vivre, est-ce que ça peut correspondre à ce que tu avais pensé au moment où tu l'as emporté ou même pas ? Je pensais que ça allait être chargé, mais je ne pensais pas qu'on allait autant bouger, peut-être. On s'attend toujours à ce que ça soit
très dynamique, beaucoup de choses en un jour ou en plusieurs jours, que les semaines soient très chargées. Mais tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas l'imaginer. C'est pour ça qu'il faut bien que tu savoures cette période qui est un petit peu moins chargée pour bien te reposer et recharger les batteries. Je profite. Et c'était déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers en compagnie d'Ève Gilles. À demain. Merci Malika. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Bon, tout le monde connaît la boutade, vous l'utilisez. Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Vous-même, vous racontez que vous avez renoncé à certains principes. C'est-à-dire que vous êtes entré en maternité en disant la tétine, jamais. Ah, mais j'avais plein de principes. Et oui, le premier, et que j'ai très vite abandonné, c'est la tétine, jamais, parce que j'en avais pas eu, et parce que je trouvais que ça faisait moche et que ça servait à rien, et qu'on avait du mal à s'en débarrasser. Et puis, quand mon aînée est née, elle avait le front plissé, elle avait besoin de sursauter, et moi je résistais. Non, non, pas tétine, pas tétine. Et puis là, il y a la puéricultrice de l'hôpital qui vient me voir et qui me dit mais madame là, votre petite a vraiment ce besoin de succion. Elle a besoin de succion, mais voilà. Proposez-lui une tétine. Ouais. Et j'avais honte de lui avouer que par principe, je ne voulais pas. Donc j'ai dit à mon mari, bon ben, va en acheter une à la pharmacie. Ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée. La petite était détendue, tout ça. Et du coup, j'ai 3 filles. Les 3 filles ont eu la tétine. Voilà. Et, ouais, voilà. Et c'est pas grave. On l'a vu dans l'émission aussi aujourd'hui, ce réflexe de succion qui est absolument essentiel chez le tout petit, chez le nourrisson. Donc c'est une raison de ne pas être anti-tétine par principe. C'est ça. Le fait de dormir avec son enfant aussi, jamais. Oh là là, mais jamais. Et alors, mais je l'avoue, je le confesse, j'avais des parents qui avaient déjà des enfants et qui me racontaient leurs nuits difficiles et qui dormaient avec leur enfant. Et moi, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se trompent. On ne fait pas ça, on laisse l'enfant dans son lit. Ouais. Ma première, j'ai eu aucun souci. Et puis la deuxième, c'était compliqué. Et puis la troisième, c'était pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un matelas près d'elle, je suis allée dormir près d'elle. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, et ça s'est bien passé. La clé, en fait, c'est ce que vous expliquez dans tout le bouquin, c'est qu'il faut choisir ses combats. Donc il faut peut-être tenir sur certains principes quand ils sont fondés, et puis lâcher sur d'autres parce que c'est pas vivable sinon. C'est ça, c'est pas vivable. Et puis se demander vraiment, se poser des questions. Pourquoi je ne veux pas? Pourquoi je ne veux pas cette tétine? Ou alors pourquoi je ne veux pas que mon enfant dorme avec moi? Vraiment réfléchir au sens qu'on donne. Et si à la fin on dit, je sais pas, c'est juste un principe, peut-être que ça vaut le coup de le mettre à la poubelle, ce principe. Vous en avez fait des choses déjà à votre âge, 19 ans, puisqu'au mois de décembre, notamment, l'université de Berkeley, en Californie, aux États-Unis, vous a décerné le prix des jeunes talents de l'année 2023. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous étiez ému de recevoir un prix de la part de l'une des plus grandes universités au monde? Alors, honnêtement, c'est quelque chose... En fait, ça prend beaucoup de temps à réaliser. C'est-à-dire que même actuellement, quand on était devant toutes ces personnes-là et que la personne qui nous a tendu la main avec les médailles, qui nous dit voilà, vous êtes les jeunes talents de l'année, on se dit mais comment ça se fait que c'est possible? On comprend pas trop, on est un peu perdu. Mais en fait, on se concentre juste sur ce qu'on va pouvoir faire à partir de ce moment-là. C'est un peu ce qui nous permet de continuer, parce qu'à chaque fois, on prend des fois des mois à réaliser ce qu'on a réussi à faire des mois avant. Donc du coup, on apprécie le moment, on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, et on avance, et après on va laisser le temps de nous dire ce qu'on a fait. 47 homicides, Amine, 47 homicides liés au trafic, au narcotrafic à Marseille, une année cauchemar, une année malheureusement record, et autant de familles brisées. C'est ça, et malheureusement, le bilan il s'est alourdi. Sur les 2 derniers jours de 2023, on a eu 2 homicides supplémentaires, ce qui porte le bilan à 49. C'est le chiffre officiel aujourd'hui. 49 personnes qui ont été assassinées, 49 jeunes à qui on a retiré la vie, et c'est surtout 49 familles, 49 mamans qui pleurent la mort de leur enfant. C'est 49 familles qui sont détruites, qui sont endeuillées, et 49 familles qui sont anéanties aujourd'hui. Et dans ce qui épuise les parents, il y a le fait de répéter 1 fois, 10 fois, 100 fois la même chose. Vous partagez des trucs dans le bouquin, on ne peut pas tous les prendre, mais des trucs que vous avez mis en œuvre. Je trouvais assez marrant, très opérationnel pour le coup. Par exemple, alors il y a des espèces de trucs de bon sens, pour protéger les bibelots. Au lieu de dire ne touche pas, on les met en hauteur. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est tout bête, mais un jeune enfant, évidemment qu'il a envie de partir à la découverte. C'est naturel. Donc on ne va pas passer notre temps à lui dire non, il va être frustré. Les objets auxquels on tient vraiment, on les planque. On les met en hauteur, on les planque. Pour ranger
son linge. Pour ranger son linge, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris un bac pour chaque membre de la famille qui est dans la buanderie. Je remplis les bacs. Il faut avoir la place quand même. Alors, il faut avoir, c'est vrai, avoir la une buanderie qui buanderie. va. Ouais. Après, on n'est pas obligé. Moi, j'ai une maman qui m'a dit, moi, j'ai acheté des bacs comme toi, mais je les mets sur l'escalier, sur les marches de l'escalier, une marche pour chaque enfant. Et au bout d'un moment, si on veut passer, il faut prendre le bac, il faut le monter. Voilà, pas plus simple que Et ça. on le range pour se préparer le matin. Alors pour se préparer le matin, ça j'ai toujours mis en place avec mes filles quand elles étaient petites, c'est une routine matinale. Je leur écrivais une petite fiche avec les différents temps de la matinée. Alors ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui ont besoin d'un temps pour jouer, d'autres non. Il y en a qui vont préférer s'habiller avant d'aller petit déjeuner, etc. Et donc chacune de mes filles avait une fiche qui lui correspondait. Si elle ne savait pas lire, c'était des dessins. Et elle cochait, tiens j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'avais pas besoin de répéter, je montrais la fiche le matin. Et puis 1 ou 2 mois après, ça devenait des automatismes. Et vous donnez un conseil plus général pour autonomiser les enfants, qui est plutôt de poser des questions que de donner des ordres. Oui, par exemple, si je vous dis, Emmanuel, sans arrêt, va te brosser les dents, fais tes devoirs, va dans ta chambre, enlève tes pieds du canapé. Emmanuel, au bout d'un moment, vous allez me dire, vous voulez vraiment qu'on parle, Véronique? Ça va être fatigant. Tandis qu'Emmanuel, si je vous dis, Emmanuel, que te reste-t-il à faire avant d'aller te coucher? On a eu une partie de PlayStation. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Est-ce que cette expérience, elle vous a fait changer d'avis sur votre orientation, Lockman? Est-ce que sur le métier auquel vous vous prépariez initialement, vous nous disiez effectivement que vous avez eu votre bac, je crois, vous nous le disiez pendant la pause avec une mention très bien. Ça, ouais. Vous faites des études en informatique. Est-ce que en rejoignant votre école supérieure, vous vous disiez que l'intelligence artificielle, la technologie, c'était votre truc? Parce que là, c'est un nouveau métier quand même. Un nouveau métier. Vous êtes dans ce secteur-là, l'intelligence artificielle, de la technologie, du numérique, mais votre métier principal, ce qui vous anime aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça. Concrètement, quand on est parti aux États-Unis, toute notre vision, tout le mindset, il a changé. À partir du moment où on a remis les pieds là-bas, la première personne qu'on a rencontrée, on a compris qu'il y avait un monde différent en fait qui existait. Donc ça a brisé pas mal de barrières en fait au niveau de notre cerveau. Et donc quand je suis revenu, j'ai commencé à me dire ok, la formation dans laquelle je suis, est-ce que c'est vraiment ce que je devrais faire pour pouvoir survivre dans les années qui arrivent? Et surtout avec l'opportunité que j'ai un vrai impact dans lequel je peux être acteur dedans. Et donc du coup, je commence un petit peu à changer. Je suis en train de réfléchir en fait à la meilleure façon pour pouvoir continuer ce que je fais dans l'informatique pour ne pas perdre les skills que j'ai, mais pour aussi pouvoir l'appliquer directement et être à jour dans cette évolution au niveau du digital et de la data. Vous êtes député effectivement des Hauts-de-Seine et plus précisément, vous l'avez dit, Nanterre. Suresnes aussi, on a vu effectivement, surtout t'es parti du côté de Nanterre, mais même à Suresnes, j'ai vu qu'ils ont brûlé le théâtre, j'habitais à côté, et c'est vrai, avec un peu de recul, vous avez compris la colère de tous ces jeunes ou pas? Ah mais moi j'ai compris cette colère, d'autant plus que les jeunes, quand on a été les voir, en fait c'est en fait ce qui revenait le plus souvent, c'était ce côté l'injustice. Vraiment ce côté très injuste de voir des jeunes mourir comme ça systématiquement quand il y a des contrôles qui se passent mal. Ce sentiment aussi de déclassement et d'inégalité, c'est-à-dire toutes ces souffrances qu'on accumule pendant des années et qui finalement s'expriment à ce moment-là par cette violence au moment de la mort de Naël. Mais moi j'ai vu des personnes un peu plus âgées, de 40 ans, 42 ans, qui disaient encore aujourd'hui que quand ils voyaient un policier, ils traversaient la rue parce qu'ils ont encore peur des contrôles de police, peur de se faire contrôler plusieurs fois par jour. Et en réalité, moi je le dis souvent, dans les quartiers, on a une forme de double peine par rapport à la relation police-population, parce que quand vous avez besoin de la police et que vous les appelez le soir, on vous dit il n'y a pas de véhicule de disponible et on ne peut pas intervenir. Mais par contre, quand il s'agit de faire des contrôles toute la journée et de contrôler les mêmes jeunes, ils sont présents. Donc cette double peine, elle est intensément vécue dans les quartiers, et je pense que c'est aussi ça qui s'est exprimé en plus de tout le reste, c'est-à-dire que quand vous candidatez 200, 300 fois pour un job, que vous n'êtes jamais rappelé, quand vous demandez un stage, que vous vous retrouvez dans des stages, vous avez des personnes qui ont des parents, un réseau, qui ont des stages qui les intéressent, et des jeunes dans les quartiers, par exemple en 3e, qui ne trouvent absolument pas de stage pour aller, ne serait-ce qu'une semaine, un stage de découverte. Donc finalement, tout ce sentiment, tout ce ressenti... Ça va être généralisé pour tous les élèves de seconde, donc je pense qu'il va y avoir encore moins de... Mais bien sûr, mais le stage de 3e est le premier facteur d'inégalité sociale quand on regarde la scolarité des élèves. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre sur le canal 217 de la box Orange, 247 Freebox et 124 sur Bouygues. Internet, bien sûr, schooltv.com pour voir toutes les émissions de la chaîne. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. On vous retrouve mardi, bien entendu. Oui, vous savez déjà ?
Non, pas pour l'instant. Pas encore, voilà, le mystère plane. Merci beaucoup à toute l'équipe aujourd'hui. À la réalisation, c'est Romain Luc, le son, Thibaut Goury-Lafont, maquillage, Laure Audemont, Emma Ferré, Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée, ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec